Bonjour, je m'appelle Evelyne Joss, je suis psychologue, psychotraumatologue, chargée de cours à l'Université de Metz. Bienvenue sur la chaîne Résilience Psy dédiée à la psychologie et nous recevons pour la deuxième fois Jean-Yves Hayé. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Evelyne, bonjour à toutes et à tous. Donc Jean-Yves, tu es pédopsychiatre, tu es professeur émérite de la faculté de médecine à l'université de Louvain. Tu es auteur de plusieurs ouvrages, tu as participé à nombreux ouvrages collectifs, tu as écrit de très nombreux articles et tu es une des figures importantes en Belgique depuis que l'État belge s'est occupé euh, de lutter contre la maltraitance. As-tu envie de dire quelque chose de plus pour te présenter? Non, je peut-être d'ajouter que je n'appartiens pas à une école de psychothérapie précise. Je suis ce qu'on appelle quelqu'un d'éclectique, un électron libre par rapport aux grandes écoles. Ok. Alors, dans le premier épisode, on avait parlé des allégations des violences sexuelles subies par les tout-petits, donc par des enfants qui ne sont pas encore scolarisés. Aujourd'hui, on va creuser davantage. J'aimerais bien que tu me parles des types de révélations, parce que j'imagine que certains enfants parlent, certains enfants montrent. Voilà, donc peux-tu nous parler de ces différents types de révélations? Si je me réfère à mon expérience, une grosse moitié de ces agressions ne seront jamais révélées. La personne victime les a refoulées ou les garde pour elle. Alors, les révélations précoces et plausibles qui ont lieu au moment où les abus se passent encore, c'est peut-être 30% de l'ensemble. Il y a après ça des comportements perturbés qui devraient constituer des signaux d'alarme. Et quand on aide les enfants à se remémorer, en effet, ils arrivent à se souvenir. Là, on est autour de 15%. Et puis, il y a encore quelques cas de réminiscence très, très tardives, des gens qui, souvent, qui sont en thérapie parce qu'ils étaient mal dans leur peau et qui, à l'occasion de leur thérapie, finissent par se souvenir, et ça de façon plausible. Oui, il y a aussi quelques cas d'enfants sous grosse pression qui font des allégations, mais qui sont très douteuses et dont on parlera aussi, mais qui représentent une petite minorité dans l'ensemble. Donc, on a vu la dernière fois qu'il y avait plusieurs types de violences sexuelles, dont certaines enfin, où les enfants ne subissent pas de pression particulière. L'agresseur s'y prend par la manipulation et par la séduction. Alors, quand il y a des révélations avec, je dirais, un agresseur séducteur, comment se présentent ces révélations? Et dans ces cas-là, donc il n'y a pas toujours des révélations, mais dans ces cas-là, c'est à l'occasion souvent d'un petit événement évocateur. Hein. Par exemple, l'enfant nu dans un bain va dire à sa maman, tu joues avec ma kikine comme. Hein. Ou alors, il y a quand même des enfants qui se sentent mal, même si on a été séducteurs avec eux, ils sont quand même troublés, anxieux, et des parents perspicaces les interrogent, essaient de savoir ce qui se passe. Peut-être ont déjà un petit soupçon ou l'autre, et sans induire et sans faire pression sur l'enfant, il l'amène quand même à dire oui, papi ou point un tel, bah, il a joué avec mon zizi. Donc, c'est soit spontanément un événement évocateur, souvent, ou bien encore l'enfant qui joue avec ses poupées, hein, il joue à quelque chose de sexuel, soit un peu d'interrogation de la part des parents.
Alors bon, ça provoque une fameuse crise quand un enfant dit quelque chose comme ça. Et pour gérer cette crise, je vais te dire I have a dream. Je vais te dire je vais te dire mon rêve de ce que pourrait être une gestion structurante et féconde d'une crise. Oui, malheureusement, on va voir on n'y est pas souvent, et qu'il y a encore beaucoup de sensibilisation des parents à faire et peut-être même aussi d'intervenants de première ligne comme les médecins généralistes et les pédiatres. Donc, mon rêve, l'enfant commence à dire tu joues aussi avec ma kikine. Alors, la maman essaie de ne pas déborder d'émotions, mais elle essaie d'écouter cet enfant et de le faire déployer un peu plus ce qu'il commence à dire. Jouer avec ta copine, est-ce que quelqu'un fait ça avec toi? Hein, bon, l'enfant va normalement dire oui, et puis comment ça se passe, raconte un peu ce qu'il fait exactement, à quel moment il fait ça, tonton machin, ou hein, et puis est-ce qu'il dit quelque chose, et bon, donc il va essayer de faire parler plus précisément l'enfant 2, 3 minutes. Alors, j'espère toujours que les émotions seront contrôlées et que quand l'enfant a bien dit quelque chose de suffisamment précis et plausible, et la maman va dire, mais écoute, je te remercie de m'avoir raconté ça. Hein, tu me fais vraiment confiance. Hein, tu sais que les mamans sont là pour ça. Ben, ton machin, il ne pouvait pas faire ça. C'est interdit. On ne peut pas jouer avec le corps des enfants. Donc, on va le gronder et tu vas plus aller le voir, tu vas plus être en contact avec lui le temps qu'il faut. Ah, ça prend 3, 4 minutes tout ça, et puis la maman devrait surtout passer à autre chose, donc donner le bain de l'enfant, raconter l'histoire du soir et garder pour elle ce qu'elle a entendu. Donc, acte 1, une écoute qui se veut un peu plus précise, qui est relativement limitée dans le temps, avec déjà des paroles de remerciement et de réassurance. Acte 2, tout de suite, cette maman doit réfléchir en termes de protection. Et ça va durer tout le long de la prise en charge. Est-ce que nous, adultes, nous, au moins, nous protégeons l'enfant de la matérialité de contact avec quelqu'un qui est potentiellement toujours dangereux. Bon, dans l'immédiat, c'est pas difficile. On peut toujours penser à un certificat médical, même si c'est le père qui s'est mal conduit, et que normalement l'enfant devrait aller le lendemain chez le père. On peut inventer un truc, mais le réfléchir en termes de protection. Acte 3, il faut, comment dirais-je, renforcer la crédibilité de ce qu'on a entendu. Et Alors, comment? très mauvaise idée à proscrire, c'est que le parent a l'idée de faire une petite vidéo avec son téléphone. Parce que, inévitablement, il va être un peu inducteur dans ces questions et ce matériel, il va toujours être contesté. On va Oui, c'est toujours important que tu précises ça, hein, parce oui, que il ne déjà faut dans pas. l'acte 1, c'est vraiment de ne pas être inducteur, de ne pas dire est-ce que c'est tonton machin, est-ce que c'est papa, est-ce que c'est ce... C'est vraiment de laisser parler Qui l'enfant a fait sans ça? dire les Mais réponses. l'enfant, sur le qui, il va dans ces contextes hein, de spontané, sans pression, l'enfant va facilement dire qui. Et l'induction, elle porte beaucoup plus sur est-ce qu'il a sorti son zizi, est-ce qu'il a joué avec son zizi. Donc, il faut poser des questions du genre qu'est-ce qu'il a fait, Mhm. qu'est-ce que tu as vu, hein, comment il a fait pour toucher ton corps. Peut-être même à
la fin, on va quand même pouvoir dire, tiens, mais et alors son zizi, il a montré son zizi ou son zizi est resté dans son pantalon? Mais pour ne pas induire, tu donnes une double polarité. Donc, l'idée, c'est d'essayer de ne pas induire. Pour renforcer la crédibilité, surtout pas faire de vidéos. Le parent, après que l'enfant a commencé à faire dodo, il devrait renoter au mot à mot tout ce qu'il a entendu, les questions qu'il a posées, le comportement de l'enfant pendant l'allégation. Alors, il y a un troisième renforcement qui n'est pas encore beaucoup, qui n'existe pas encore beaucoup en Belgique, mais je mets de l'énergie pour le moment à essayer de le promouvoir. Ce serait d'aller consulter rapidement le pédiatre ou le généraliste ou un autre intervenant de première ligne, de préférence quelqu'un que l'enfant connaît, et de faire redire gentiment à l'enfant dans les 24 heures, devant cette personne qui est un témoin plus indépendant, un témoin non familial, refaire redire et que cette personne aussi pose quelques questions. Si ça se passe dans les 24 heures et qu'il n'y a plus de tempête émotionnelle, et surtout si l'enfant connaît un peu la personne et qu'il est, il a un peu encouragé, normalement, il va redire ce qui s'est passé. Et là, ça ne me dérangerait pas que cette personne, sur le coin de son bureau, ait ouvert son téléphone, sans le dire à l'enfant. Pas en mettant le téléphone en face de l'enfant, c'est pas si important qu'il y ait de la vidéo, mais alors il y aura quand même une place de la parole de l'enfant. Il ne faut pas lui faire peur avec ça. Alors, pour le moment, les généralistes et les pédiatres, c'est du chinois, si je veux dire comme ça. Mais moi, je trouve qu'ils pourraient jouer un très bon rôle, parce que ce sont des professionnels, qui sont plus indépendants, parce qu'ils ont quand même un art plus grand du questionnement, et surtout parce qu'on peut les faire intervenir vite, des urgences, dans les 24 ou les 48 heures. Parce que nous verrons tantôt que le grand problème avec la judiciarisation, c'est souvent le délai tardif, parfois 10 jours, parfois un mois, avant que les autorités judiciaires ne fassent les auditions nécessaires. Et donc ici, on aurait un petit matériel qui vaut ce qu'il vaut, mais qui aurait quand même été fait par un professionnel. Alors, l'enfant fait son dodo, le parent continue à gérer ses émotions devant lui. Je forme tous mes vœux aussi pour que le parent n'ameute pas le monde entier. Je peux peut-être tout de suite en parler aux grands-parents. Donc, il y a une discrétion et un contrôle des émotions qui est très important pour que ne se déclenche pas une tempête émotionnelle au-dessus de la tête du petit enfant. Et si tempête émotionnelle il va dire n'importe quoi. Il va dire ce qu'il croit qu'on attend de lui qu'il dise, et alors ça va donner une impression de cafouillage. Donc, c'est la discrétion, le contrôle de soi et épargner des commentaires émotifs à l'enfant, c'est très important. Et le lendemain, on est encore dans les 24 heures, la maman peut redemander quand le petit garçon, le petit fille s'éveille, prend son petit déjeuner. Tu me souviens de ce que tu m'as raconté hier? Tu m'as raconté quelque chose là qui est bizarre avec papy ou avec le publiciteur ou avec. Et tu peux un peu me redire et c'est important pour moi que tu me racontes encore bien, que tu m'expliques encore bien. Ça va de nouveau prendre 1 ou 2 minutes, mais normalement, dans ce contexte-là, l'enfant va encore redire ce qu'il a dit la veille. Donc, voilà ce que j'appelle la gestion de la crise. Et la dernière étape de la gestion de la crise, c'est que peut-être si l'enfant est protégé, donc si les contacts sont suspendus, c'est peut-être que le parent qui a été informé garde la tête froide, ne prenne pas de décision précipitée et essaie de trouver quelqu'un de sage, avec qui il va pouvoir réfléchir sur la conduite à tenir. Encore une fois, je pense aux généralistes, aux pédiatres, ça peut être un psy
la maman connaissait, un travailleur social, une institutrice, mais dans une ambiance de discrétion, c'est toujours mieux de ne pas rester seul pour prendre les décisions. Oui, ça c'est vraiment important de le souligner. Qu'est-ce qu'on fait quand ben, la maman regrette, ou le papa, mais qu'il y a eu cette décharge d'émotions importante? Parce que comme tu le soulignes, effectivement, ce qui va faire peur à l'enfant, Et c'est la réaction de ses parents. qui est très fréquente, ben voilà, écoute, c'est comme ça, c'est comme ça. Moi, je pense que il faut certainement sensibiliser par les médias, par des chaînes YouTube, par tous les moyens possibles, les parents pour qu'ils réagissent bien, mais il y aura encore beaucoup de tempêtes émotionnelles. Alors bon, on peut essayer de récupérer la situation comme on peut, en essayant d'installer le contrôle à ce moment-là, en insistant auprès des parents sur la nocivité de cette tempête pour la pureté, pour la valeur de la réflexion et de la remémoration de l'enfant. On peut certainement demander aux parents de faire l'effort, je vous avais dit, de retranscription mot à mot. Il peut toujours le faire. Et puis vérifier si l'enfant est bien protégé, mais parfois, il est malheureusement trop vite, trop tard. Et un petit enfant, par exemple, il peut très bien se taire complètement, ne plus rien dire, ou dire non, se rétracter. Hein, si on a vraiment, on lui a fait comprendre que c'était très mal ce qui s'est passé. Et l'enfant, il a très peur que très mal, lui, va être puni. Ou l'auteur, l'enfant ne le déteste pas toujours. L'auteur va être guillotiné, donc il va commencer à avoir peur des conséquences de ses actes. Alors il va se refermer ou il va dire non, non. Là, quand c'est arrivé, c'est très difficile à rattraper et on devra beaucoup plus se baser sur le témoignage princeps, les premières choses qui ont été dites et recueillies. Le contexte, bien sûr, si ça arrive, mettons qu'ils sont des parents séparés. Mais la maman, jusqu'alors, ne faisait aucune difficulté pour que l'enfant aille chez le père, c'est le probable auteur. La maman tombe des nues. Donc, cette espèce de stupéfaction douloureuse, c'est plutôt un indicateur de crédibilité. Et ça ne veut pas dire qu'il y a des pressions depuis le début. Oui. Alors, quelle suite doit-on réserver à ce genre de révélation? Est-ce que c'est systématiquement judiciarisé? Qu'est-ce que toi tu conseilles? Comme je conseille de bien réfléchir et si possible de réfléchir à, tout seul. Il y a aussi les équipes SOS Enfants, mais qui, paraît-il, sont assez surchargées et ont du mal de prendre ces situations dans l'urgence. Alors, le parent doit décider s'il va utiliser une voie que l'on pourrait appeler à l'amiable ou une voie judiciaire en allant déposer une plainte. C'est sa responsabilité. Moi, j'attire simplement l'attention sur ceci. Si on est sûr qu'on a un bon contrôle de la situation, si on est sûr de la protection de l'enfant, si papa et maman coopèrent pour protéger l'enfant et que c'est garanti, il va pleuvoir la personne qui a abusé. Si on est sûr aussi qu'on va avoir le courage d'aller dire ce qu'on pense et à la personne qui a abusé, et bon, admettons que ce soit par exemple le mari ou le compagnon de la gardienne d'enfant, bah, il faut aller se confronter à lui, mais pas seulement à lui. Il faut aussi, j'ai parlé de discrétion, mais c'est pas secret. Il faut aussi que l'époux soit là. Si c'est un babysitter de 17-18 ans, il faut aussi que les parents soient là. Donc, il faut quand même un peu de publicité pour un peu secouer la personne qui a fait la faute. Bon, ben,
On va se confronter, on lui dit ce qu'on a à dire, on protège l'enfant et on observe aussi le comportement de l'enfant. Certains enfants, après leur révélation, ils vont très vite reprendre un cours normal de comportement, mais quelques-uns vont quand même avoir des cauchemars, montrer qu'ils sont perturbés, être constipés, faire pipi au lit. Ils vont montrer quand même des signes d'angoisse et de mal-être. À ce moment-là, ben oui, il faut essayer de trouver un psychologue, psychothérapeute disponible rapidement. Mais je t'ai dit tantôt, I have a dream. I have a dream, je ne me fais pas trop d'illusions. Les étapes de la crise que j'ai esquissées, ça se passe rarement comme ça. Et I have a dream aussi sur la disponibilité rapide des psys. Hein. Malheureusement, nous avons des listes d'attente. Alors, bon, il faut quand même essayer de faire traiter l'enfant qui a des signes de mal-être. Et si on trouve vraiment personne, ben oui, le materner comme on peut, l'inviter à parler de ce qu'il a dans la tête, l'inviter à parler de ce qui le préoccupe. Peut-être que les parents, ils peuvent se souvenir aussi que dans des histoires qu'on raconte le soir, on peut faire passer des sentiments, des difficultés et la solution de difficultés. Donc, le petit ours dont on parle pourrait éventuellement avoir été attaqué dans la rue par un méchant chien et il pourrait avoir très peur, il pourrait être revenu en parler à ses parents et donc on pourrait approcher aussi dans des histoires ce qui est arrivé à l'enfant et peut-être aussi montrer à l'enfant comment il peut se défendre. Ça, j'ai oublié d'en parler, mais dans l'échange de paroles avec l'enfant, les parents doivent toujours penser, dans les quelques jours qui suivent, certainement à le féliciter et à lui expliquer comment il pourrait faire à l'avenir pour mieux se défendre d'un éventuel agresseur. Alors, me dire, mais c'est dérisoire, les parents vont apprendre à l'enfant à crier laisse-moi tranquille, peux pas regarder, tu peux pas me regarder comme ça, tu peux pas montrer ton zizi ou laisse-moi tranquille ou j'appelle maman. Bon, on peut entraîner l'enfant à crier, mais on peut penser que jamais il n'aura le courage de le faire, que jamais ce ne serait efficace. Eh bien, il ne faut pas trop penser ça. Parce que ce qui est important, c'est de donner à l'enfant l'impression qu'il a de la force en lui, qu'il a du pouvoir, et puis bon, son pouvoir, il viendra quand même de plus en plus avec le temps. Donc voilà, voie à l'amiable. Alors la voie La voix à judiciaire, l'amiable, si je peux me permettre, elle pose la question, est-ce que l'agresseur ne va pas recommencer sur un autre enfant? alors voilà, Ça peut poser des questions. il y a deux raisons pour choisir la voie judiciaire. C'est que, un, on n'a pas un bon contrôle sur la protection de l'enfant. Je pense par exemple à des familles, c'est le grand-père qui n'habite pas là, il habite à 20 kilomètres, mais c'est un type très puissant, une espèce de baron de village. L'enfant a parlé à sa maman, mais le papa a peur de s'opposer à son père, donc il va dire que l'enfant fabule et il va remettre des visites au grand-père qui, bien sûr, dit qu'il ne s'est rien passé. Donc, quand on n'a pas un bon contrôle sur la protection, ah oui, on va essayer la judiciarisation en espérant que ça marche. Et la seconde raison, c'est que l'agresseur pourrait vraiment importuner d'autres enfants. J'ai peut-être pris un mauvais exemple tantôt en parlant du mari de la gardienne, parce que lui, c'est quelqu'un qui côtoie des enfants qui pourrait plus facilement recommencer. Bon, le babysitter, si on n'a pas la garantie de la part de ses parents et de lui, qu'il ne va plus aller faire du babysitting,
Donc, voilà. Mais le problème, c'est des indications pour la judiciarisation. Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas idéaliser ce qui se passe dans la judiciarisation. Parce que, bon, les parents déposent plainte, l'enfant finit par être entendu, mais souvent, hélas, parfois déjà trop tard. Et puis, souvent, quand il n'y a pas de preuves matérielles, quand il n'y a pas d'aveu de la part de la personne suspecte, le parquet a tendance à classer sans suite, fermer le dossier. Ou si jamais ça arrive à un tribunal correctionnel, le juge, il aura toujours bien un avocat en face de lui, genre du Moretti, qui lui dira, mais vous savez, les enfants s'affabulent, et puis monsieur le juge, c'est la parole de l'enfant. Et donc, les magistrats ont quand même peur de prendre des décisions lourdes de conséquences sur la seule base de la parole de l'enfant. Bien que je les comprends. Si j'étais magistrat, ça me poserait quand même problème de sanctionner pénalement sur base même si des bons experts me disaient, monsieur le juge, c'est tout à fait plausible, il y a tous les critères de plausibilité sont remplis. Si j'étais juge, c'est pas tout à fait que je douterais, c'est plutôt que j'aurais peur des responsabilités que j'ai à prendre. Bon, peut-être un peu de solidarité entre adultes. C'est comme ça que ça se passe. Alors, c'est évidemment plus simple de dire, bah, c'est pas plausible, il y a rien dans ce dossier, voilà. Donc, quand on choisit la voie de la judiciarisation pour les deux bonnes raisons que nous avons évoquées, hein, le manque de protection ou la contagiosité de l'agresseur, théoriquement, c'est une bonne idée. Pratiquement, plus l'enfant est petit, moins il y a de preuves, plus évidemment l'abuseur nie, plus il ne se passe rien. Alors ça me fait vraiment beaucoup de peine. J'ai écrit plusieurs articles là autour et j'ai écrit dans ces articles, les petits-enfants sont souvent les plus mal aidés du monde. On fait comme s'ils étaient des quantités insignifiantes. Et j'ai des solutions à proposer au monde judiciaire qui ont de loin en loin été appliquées, mais qui ont quand même du mal à appliquer. Alors, ma solution, si tu veux, c'est de ne pas fermer un dossier. Laisser un dossier ouvert, c'est quand même une fameuse menace pour quelqu'un qui est suspect. Le laisser ouvert, mais pas 3 mois, hein, le laisser ouvert, même s'il arrive en bas d'une prise, ça ne fait rien, il est toujours ouvert. Donc, on laisse un dossier ouvert et on dit qu'il y a un doute. Hein. Alors, pour les experts psy, il y a souvent, dans ces cas-là, il n'y a pas de doute. Mais ça ne me dérange pas que le magistrat dise, moi, j'ai un doute, en tout cas au moment d'engager mes responsabilités. Mais en fonction de ce doute, moi, magistrat pénal, je vais mettre en circuit un juge des enfants, un juge de la jeunesse, et lui peut prendre des mesures protectionnelles. Et il peut, dans ces mesures protectionnelles, si l'enfant est anxieux, si l'enfant est dans le stress, suspendre pour une durée indéterminée les visites avec la personne suspecte. Et si l'enfant n'est pas trop, hein, bon, finalement, il aime quand même bien son père qui l'a tricoté, bon, on peut tout à fait, en référence à ce doute, organiser des visites dans un espace rencontre. Et des visites qui sont réglementées et où la protection, au moins du corps de l'enfant, est assurée. Donc voilà, moi j'espère de tout cœur que cette idée
cette porte de sortie que je propose au monde judiciaire pour qu'il ne considère pas le petit enfant comme une quantité tout à fait insignifiante, qu'il ne le remette pas vraiment dans la gueule du loup. Hein. Quand Oui, l'enfant est bon, un grand-père qui exige d'avoir un droit de visite, un père séparé qui exige de continuer, ou une mère, parce que loin en loin, hein, les femmes sont aussi, et là, aussi des agressions sexuelles. Donc, il exige que les visites continuent. On classe le dossier et on remet l'enfant chez le loup. C'est atroce. C'est oui, vraiment, c'est c'est très atroce. cruel. Donc, moi, la porte de sortie, c'est de dire à ces personnes, avec toutes les responsabilités que vous avez, si vous voulez jouer la carte du doute, vous pouvez la jouer, mais pas pour 3 mois, hein, pas pour que le plus vite possible l'enfant se rétracte, tant qu'il faut, peut-être un temps de plusieurs années, alors peut-être que pour parler de temps en temps à l'enfant, peut-être qu'à 10, 11 ans, il aura quand même envie de reprendre des contacts, bon, on verra à ce moment-là, mais le temps qu'il faut, d'après moi, il faudrait pouvoir instituer le doute. Oui, parce que comme bah, tu le dis, les petits, c'est quantité négligeable. Et les petits, plus ils sont petits, plus en général les agresseurs sont des proches. Hein. Plus ils sont âgés, bah, plus ça peut être extérieur à la famille, c'est-à-dire avoir une sécurité dans la famille, même si il y a des agressions à l'extérieur, c'est-à-dire d'être régulé quand même par la famille. Mais plus l'enfant est petit, plus l'agresseur est un proche. Ce sont Et des en proches. plus, les proches sont souvent, enfin, les agresseurs d'enfants et de petits-enfants sont souvent des multirécidivistes. On a bien sûr, comme tu disais la fois passée, le père qui dérape une fois, mais il y a aussi à côté de ça des pères où ce n'est pas du dérapage, c'est un comportement déviant répété. Hein. Donc Oui, oui, et effectivement, l'enfant se défend moins bien que les plus grands parce qu'il ne peut pas donner tous les détails. Enfin, c'est oui, oui. capacité à Il, verbaliser, tout ça, il y avait dans les les catégories dont nous parlions dans la vidéo précédente, il y avait une catégorie que j'appelais les jeux sexuels bien structurés. Hein. Alors, l'adulte se conduit comme des enfants d'école primaire se conduisent quand ils font des jeux sexuels. Eh bien là, c'est répété, hein, et c'est pendant parfois des semaines, des mois, chaque fois que le petit va chez ses grands-parents, ou bien il va en visite chez son père, mais là, il y a un frère du père, un oncle célibataire. Le père ferme les yeux ou bien utilise l'oncle comme publiciteur et l'oncle fait des jeux sexuels avec l'enfant, qui il a bien dit qu'il l'a séduit, hein, il ne fait pas ça sous la terreur, mais il lui a quand même bien dit, tu ne peux pas en parler parce que c'est grave si tu en parles, moi je peux aller en prison et peut-être toi aussi. Hein. Donc il a joué avec la séduction et l'angoisse. Ben, l'enfant, il ne va pas si bien que ça, et ce sont en effet des récidivistes avec des jeux sexuels clairs et nets qui peuvent aller des masturbations, même le sexe oral, les fellations, devenu très banal. Hein. C'est banal. J'ai une patiente par rapport à la prison. Son père lui disait que si elle parlait, elle irait en prison. Hein. Donc, et l'enfant, quand il a 5 ans, bien sûr qu'il le croit. Hein. Bien Il sûr peut qu'il le pas. croit. Donc, c'est pour ça aussi que moi je parle, bien sûr, de violence sexuelle et on a évoqué ça la fois passée, mais aussi d'abus parce que il y a les actes sexuels eux-mêmes, mais il y a aussi le fait que l'enfant, on abuse du lien affectif, on abuse de sa naïveté. Et donc, parfois, c'est de ça d'ailleurs, plus adulte, dont ils souffrent. Hein. Ils disent, bon, les attouchements, ok, mais c'est Et surtout, j'ai été euh, trompé, j'ai été j'ai été trompée, quoi, j'ai été abusé, flouée. j'ai été floué. Hein. Une de mes patientes disait, voilà, on était amoureux, mon oncle et moi j'avais 8 ans, hein, mon oncle était forcément adulte et mon oncle me disait qu'il allait m'épouser quand je serais grande. Je le croyais. Et puis j'ai appris qu'il se mariait avec évidemment une femme de son âge. Et à ce moment-là, c'est vraiment le coup près qui tombe où elle se rend compte elle s'est fait avoir, quoi. Et donc, cette manipulation du lien affectif, c'est vraiment un abus. Et c'est vrai, on aura peut-être l'occasion de parler des réminiscences tardives, mais quand les gens se souviennent très tard
spontanément ou plus souvent au cours de psychothérapie. On voit bien que ce qui les fait le plus souffrir, plus que la matérialité de l'acte, c'est tout ce contexte relationnel où on les a rendus anxieux, où on les a trompés sur ce qu'est l'amour, on leur a vendu des illusions et ils se rendent compte qu'ils ont été vendus pour la jouissance de l'autre. Ils Oui, ont été vendus, je parle moralement, ils ont été floués, hein, non, pour que l'autre ait une jouissance de son ventre. Alors, bon, c'est ce que ça. Ferenczi appelait, Sandor Ferenczi, qui appelait la confusion des langues, hein. C'est l'enfant parle le langage de l'amour et l'adulte parle le langage de la Le pulsion langage du sexuelle. bas-ventre. Voilà. Je Et donc, parle. c'est ces deux langages différents. Et Et avant qu'on aborde peut-être les réminiscences plus tardives, là, on a surtout abordé les gens, justement, les enfants qui se font manipuler, séduire, abuser. Qu'en est-il des enfants qui subissent voilà, pression, qui subissent des pressions pour prétendre qu'ils sont abusés. oui, Euh, oui, ils existent, ils ne sont pas si fréquents que ça, mais là, on voit arriver, on voit arriver par exemple la mère tenant l'enfant par la main chez le psy pour avoir un certificat, ou alors la mère va directement ou après un moment, elle va de sa propre initiative à la police. Hein, mais on voit bien que d'abord, cette pression ne commence pas après un an de séparation. On voit bien que depuis toujours, un parent supporte très mal l'existence de l'autre, la parentalité de l'autre, et qu'il lui met des bâtons dans les roues de tas de manières. Alors, parfois, c'est très manipulateur et pervers de sa part, mais parfois, ce parent qui fait pression est de bonne foi. Hein. Par exemple, lui-même a été abusé, il est vraiment persuadé que le père pourrait abuser de leur petite fille. Bon, alors, mais on voit que la sollicitude, l'inquiétude, la méfiance, elle est là depuis le début et que elle a assez vite concerné le peur. Et quand on fait raconter le contexte de la révélation, de l'allégation faite par l'enfant, ben on voit que la mère, à un retour de visite, a commencé par baisser la petite culotte de sa petite fille, a été regardée du côté de la vulve ou du pet, s'il n'y avait pas des rougeurs, quand elle n'a pas écarté les lèvres de la vulve, et qu'elle a posé des questions assez conditionnantes. Et l'enfant répond alors à ce moment-là, il perd sa lucidité. Je crois que parfois il ment un tout petit peu parce qu'il a peur, mais parfois il est lui-même confus et il va dire des choses qui n'ont pas existé. Mais on voit bien que pour un expert, l'analyse et du contexte et de la teneur de la révélation, il est très suspect. Bon, mais il ne suffit pas de constater que c'est très suspect, se pose ensuite la question, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Et c'est pas si simple à décider parce que cet enfant a peut-être quand même besoin de rester en relation avec cette maman qui, dans beaucoup d'autres domaines, est une maman qui satisfait son travail de maman, et puis même que le père finalement n'est pas si bon que ça, mais il a quand même pas abusé. Donc, si tu veux, il faut pas, c'est pas la violence brutale qui doit alors guider les décisions qui doivent être prises. Alors bon, si on essaie de parler avec la mère et qu'on n'est pas mandaté pour ça, dans mon expérience, 9 fois sur 10, elle s'en va.
elle va à la recherche d'un autre psy qui sera plus complaisant. Si on est sous mandat judiciaire, on peut tenir le dialogue, elle est plus obligée de venir, mais elle n'est pas nécessairement, se laisse pas nécessairement convaincre. Le petit enfant influencé par elle ne veut peut-être plus aller chez son père avec le prétexte sexuel ou donc ce sont des situations. Finalement, on est dans le cadre de la séparation parentale 9 fois sur 10. Ce sont des situations très difficiles et parfois bilatérales. Le père en remet de son côté aussi. Donc, je dirais que pour des gens comme nous, si magistrats, là aussi, méfions-nous des décisions précipitées et essayons de réfléchir de façon ordonnée à quelques-uns, savoir quelle est la moins mauvaise conduite pour aider cet enfant. Et parfois, il faudra quand même tenir compte du refus farouche de l'enfant d'aller voir son père et admettre que les visites sont suspendues sans pour autant qu'on croit comme ça tout de suite et simplement qu'il y a eu abus. Parfois, on arrivera quand même à maintenir quelque chose au niveau des espaces rencontres. Donc, il faut beaucoup d'acharnement, de coordination, de sagesse et il faut éviter l'ambiance d'escalade de la part des intervenants pour en permanence se faire des idées sur où est le moindre mal. Oui, c'est pas toujours facile de savoir Non, jusqu'où on peut aller avec le parent qui est non, accusé. non, il y a de très rares cas, même il y a de très rares cas où existe vraiment ce qu'on appelle l'aliénation parentale. Vraiment, l'accusation en bloc, le refus massif d'existence, la mauvaise volonté ou la rigidité extrême de la mère. Et bon, dans quelques cas, on doit changer l'endroit où l'enfant est placé. Mais dans la majorité des cas, il faut faire avec ce qui est là et maintenir ce groupe de liens des deux côtés. Alors, parfois, l'enfant ne parle pas. Il ne parle pas des violences qu'il subit, mais son comportement le manifeste. Est-ce que tu peux Oui, nous en dire un mot? Quels oui, sont les différents son types de signes? comportement, je dirais que quand il est petit et qu'il a un comportement stressé, montre qu'il a peur de quelque chose, il a des préoccupations sexuelles anormales, il est toujours achipoté, il veut aller voir les gens quand ils sont tout nus. Quand il est tout petit, je crois que un parent bienveillant ou un psy un peu qui a un peu l'habitude, on va arriver à le faire parler. Peut-être en se servant un peu d'une histoire ou en lui demandant, tiens, est-ce que ça peut se passer comme ça? Donc, avant 4, 5 ans, avant 5 ans, on va dire, je crois que le comportement perturbé, souvent, en tout cas, le plus souvent, il y a moyen de faire ouvrir la porte, de commencer de l'aide. Ce qui est plus difficile, c'est les enfants qui manifestent leurs troubles de façon différée. Alors, on ne sait pas très bien pourquoi. Il y a peut-être que quand ils sont en troisième primaire, il y a plus une ambiance d'agression à l'école. Peut-être qu'on leur a fait un cours d'éducation sexuelle un peu trop précoce. On ne sait pas bien toujours, on ne sait pas toujours bien, mais le trouble différé, ça existe. Donc, par exemple, des années après, en primaire, c'est seulement alors que l'enfant va se refermer sur lui, manifester un trouble traumatique, commencer à avoir des cauchemars, une distraction liée à l'anxiété. Bon, c'est possible. Ce qui est au moins aussi fréquent, c'est des enfants qui se
se désinhibe sexuellement. Et on voit alors, écoute, il y a une expression un peu grossière, mais qui circule. On dit parfois de ces enfants, c'est des bites sur pattes. C'est un peu grossier, mais ça dit bien ce que ça veut dire. Ils sont un peu obsédés, ça peut être des petites filles aussi, hein, mais ils sont obsédés sexuellement, ils font des dessins obscènes, ils se montrent, ils veulent aller voir les organes ou entraîner les autres sans consentement dans des activités sexuelles, donc ils font des brutalités sexuelles. Ben, ça devrait toujours, les troubles post-traumatiques différés, ça devrait toujours faire penser aux parents qu'il se passe ou qu'il s'est passé quelque chose, qu'il faut essayer de trouver quoi. Et Comportement ce qui est compliqué à désinhibé, ce moment-là, c'est que la victime devient coupable aussi, hein. C'est-à-dire que oui, moi, j'ai eu déjà des cas comme ça où l'enfant avait été victime, mais en même temps, comme il avait agressé sexuellement un autre enfant plus jeune, ben, en fait, il devenait aussi le grand méchant, hein. Donc, oui, alors si c'est surtout sous la forme de désinhibition sexuelle, les adultes ne pensent pas nécessairement que c'est une ex-victime. Et l'école va penser que c'est un enfant mal élevé, il voit de la pornographie, ça peut être vrai, mais pas toujours vrai. Hein, il a de mauvais parents, et on va vraiment le stigmatiser comme coupable, comme si ça venait comme ça. Or, moi, chez un enfant, quand ce sont des comportements nouveaux, je crois, c'est jamais simplement des pulsions, le désir de plaisir. Il y a quand même toujours une espèce de libération que l'enfant essaie de se donner avec ses comportements. Donc, il y a deux choses. Un, il faut consulter des gens qui s'y connaissent en trauma. Et ça, je ne vais pas en dire beaucoup plus dans cette interview, parce que, bon, des gens comme toi et d'autres qui ont parlé dans la liste, la liste psychologie résilience, finalement, vous êtes au moins aussi compétent que moi et avec des compétences parfois plus spécifiques en psychotraumatologie. Il y a l'hypnose, il y a le MDR, il y a toutes sortes de... Il faut aider en allant voir des gens qui s'y connaissent. Donc, un, il faut se dire qu'il se passe quelque chose et qu'il s'est passé des drames dans la vie de l'enfant. Et trois, alors, il faut quand même intervenir pour réguler son inconduite sexuelle. Hein, si, par exemple, un enfant peut avoir eu des problèmes et pour ça, en partie pour ça, en brutaliser et baisser les pantalons d'un plus petit de 5 6 ans, bon, il doit être soigné, mais il faut aussi, si tu veux, dans le concret, lui dire non, lui rappeler que ça ne se fait pas, qu'une règle d'or de l'activité sexuelle, c'est le consentement hein, et donc, s'il a été brutal, c'est non. L'autre règle, c'est quand même qu'on va à l'école pour dessiner des zizi et faire des propositions sexuelles, on va à l'école pour apprendre. Donc, il faut le remettre dans l'adaptation, dans la culture, dans les règles, certainement, peut-être même qu'il doit être parfois un peu puni, mais il faut se souvenir qu'une juste et relativement légère punition, de même que des félicitations qui fait des efforts de bonne conduite, ça peut quand même aider à réguler un peu le comportement. Donc, il faut réagir, mais sans tout de suite penser que c'est une espèce de monstre qui a sucé ça de son pouce, en se souvenant qu'il doit être d'abord et avant tout traité. Que bon, l'exclure d'une école ou d'une institution en le stigmatisant, c'est quand même une très très grande injustice qu'on devrait pas brader.
Alors, quelque chose qu'on a déjà juste touché du bout du doigt, c'est les révélations très tardives, hein, celles qui arrivent, comme tu disais, en thérapie des années après, parfois quand la personne est adulte. Comment savoir finalement si ces réminiscences sont des vraies réminiscences, si ce sont des faux souvenirs? Comment est-ce qu'on peut Bon, savoir ben, si c'est je dirais plausible? qu'avant d'aller voir un psy parce qu'on se sent mal, les gens doivent bien se renseigner. Parce que malheureusement, il y a dans notre profession quelques farceurs, quelques illuminés qui vont tout de suite pousser à la rémémoration, éventuellement avec des bougies, de l'encens, je ne sais pas quoi. Donc il faut, la première chose, il faut aller consulter un bon psy. Alors, si on est chez un bon psy et que la réminiscence arrive, se pose pour ce psy le problème de la plausibilité. Bon. Moi, j'ai tendance à penser que si on a affaire à une personne plutôt dépressive, plutôt traumatisée, mais qui n'est pas spécialement suggestible, qui n'est pas spécialement dans l'envie de se faire remarquer, donc qui est plus dans la souffrance, dans le retrait, et puis que ça arrive à la surface, je dirais que sa personnalité et son histoire sont quand même déjà des indicateurs de plausibilité. Puis il y a aussi la teneur de ce qu'elle dit. Hein. Le thérapeute peut quand même demander un peu, mais essayez de vous souvenir un peu plus, essayez de bien vous souvenir comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'il y a à voir, est-ce qu'il aurait pu vous dire quelque chose. Donc le thérapeute peut stimuler à ce que le récit ne soit pas seulement un titre, mais un récit. Et si c'est réaliste, si c'est plausible, venant d'une personne plausible, la probabilité que ce soit arrivé est quand même grande. Non, si le récit vous emmène tout de suite dans le propos satanique ou le grand complot, bon, de nouveau, on ne peut jamais jurer que c'est faux, mais on va bien sûr être beaucoup plus prudent et prendre encore du temps pour faire parler plus la personne. Et peut-être, comme si on va aller voir un collègue et faire une intervision pour... hein, je disais tantôt, c'est toujours intéressant de ne pas rester seul. Alors, si on est persuadé avec un adulte, ou un jeune adulte ou un grand adolescent, si on est persuadé qu'il raconte quelque chose de plausible que personne ne sait, je crois qu'il y a deux choses importantes, c'est de lui dire, mais écoutez, je vous crois qu'il s'est passé quelque chose de cet ordre-là, peut-être pas exactement sous le reste, hein, il y a quand même du brouillard, mais je crois que vous évoquez quelque chose qui a dû se passer. Et maintenant, qu'est-ce que vous voulez faire de votre... Et oui, et alors, qu'est-ce qui vous fait surtout souffrir si ça s'est passé? On a dit tantôt que c'était bien plus, souvent plus l'ambiance affective, les paroles, les relations perverses qui fait souffrir encore plus que l'acte. Et donc le psy peut travailler là-dessus et voir, dans toute thérapie, quoi, voir comment ces souffrances se mêlent à d'autres. Donc faire un travail thérapeutique un peu, je vais dire, spécifique, mais il faut aussi de façon plus spécifique, je pense, poser la question à la personne, qu'est-ce que vous voulez faire dans le social? Est-ce que vous voulez faire quelque chose de cette remémoration qui vous arrive? Et pour le moment, si je comprends bien, donc personne n'est au courant. Est-ce que vous allez garder ça pour vous? Est-ce que vous allez en parler à quelqu'un en qui vous avez confiance? Est-ce que vous comptez faire quelque chose vis-à-vis de la personne qui vous a agressé? Alors, ces questions, ça ne se résout pas en 10 minutes, mais il faut les poser, hein, parce qu'on sait bien que quand il y a eu
un peu de reconnaissance sociale quand il y a eu un peu de réparation, ben, ça contribue à ce que la personne se sente mieux. Mais on sait bien aussi qu'un abuseur qui n'a rien dit jusqu'alors, 15 ans après, il n'y a pas de preuves matérielles, il ne va pas nécessairement dire oui, je te demande pardon, j'aurais jamais dû faire ça. Donc, il faut aider la personne à réfléchir de façon réaliste. Et soit comme psychologue, on doit être quand même bien informé de tout ce qui est susceptible de se passer. Et puis, je pense qu'on doit accepter le projet, la décision de la personne qui la concerne. Bien, merci beaucoup. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose? Non, je pense qu'on a non, je pense qu'on a beaucoup on a dit beaucoup de choses. Je te redis je te redis ce qui me peine le plus, c'est que le renvoi à Trest, le renvoi dossier fermé des enfants qui ont essayé de se faire aider par la police, la justice, et que, à la limite, c'est pas qu'on ne les croit pas, mais on veut pas se mouiller pour eux, on veut pas prendre des responsabilités difficiles pour eux. Donc ça me fait beaucoup de peine et je voudrais beaucoup que cette piste d'instituer le doute, d'affirmer qu'il y a doute, mais donc l'enfant doit être protégé, principe de précaution. Hein, ben, je voudrais beaucoup que cette piste soit explorée. Je voudrais aussi beaucoup, ça je l'ai dit tout au début, sensibiliser les généralistes et les pédiatres sur le fait que vis-à-vis de révélations précoces, ils pourraient être des témoins très précoces de ce que l'enfant a dit. Et même s'ils ne connaissent pas bien toutes les techniques psychologiques, ils ont quand même un art du dialogue et ils pourraient, dans les 24, dans les 48 heures, écouter un petit enfant, éventuellement enregistrer en audio ce qu'il dit et être des gens qui vont quand même confirmer, peut-être infirmer, mais être des gens qui vont être témoins de ce que l'enfant a dit au premier parent confident. Si je dois ajouter quelque chose, ce sont ces espoirs-là que j'ajouterai. J'espère que tu seras entendu. On te retrouvera sur cette chaîne Résilience Psy. Et C'est, avec grand je plaisir. pense, certain, hein, parce que je pense que la prévention des violences sexuelles faites aux enfants et aux adolescents mérite qu'on fasse plusieurs émissions pour faire connaître la problématique. Et voilà, donc je pense que nous nous reverrons. Bien sûr, nos auditeurs, téléspectateurs, je ne sais pas comment il faut les appeler, on a eu ce débat Sont des internautes, non? nos internautes peuvent te retrouver sur ton site. Donc, ton site, c'est jeanyvaillé.net, donc 3 fois W, jeanyvaillé, tout En un attaché, seul mot. point net. Avec Bien grand sûr, plaisir, il y a beaucoup d'articles sur toutes sortes de oui, thèmes qui c'est très, concernent la très formation. riche. Donc, effectivement, je vous invite à aller retrouver Jean-Yves sur son site et bien sûr, dans la vignette de la vidéo et aussi dans la légende, vous pouvez voir l'adresse. Donc, vous retrouverez cette adresse facilement. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt sur la chaîne Résilience Psy. Merci, Si, Evelyne. si vous êtes intéressé, eh bien, par cette vidéo, pensez que peut-être d'autres le seront aussi et donc pensez à partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne Résilience Psy. Merci, à bientôt.